Hein? En termes de temps? Bah, faut voir ça avec eux, sinon c'est trop long. Ouais. Non, Je t'excelle, je sais pas. Non, Trois quarts d'heure, enfin, 3 quarts d'heure, c'est bien. Hein. J'ai quelques questions après. Sinon, je montrerai les bières. Sinon, je montre les bières. t'as quand même 8 fûts à monter, ça va être difficile. C'est bien que le sponsoring. On va prendre quelqu'un pour porter. Pour la démo? Pour la démo, tu peux pas venir là? Non? Tu peux pas venir là pour la démo? Il y aura 2 démos qui sont en ligne s'il y en a qui veulent essayer en même temps. Sur mon tweet, j'ai poussé tout à l'heure les liens sur Mgreo, ceux qui veulent aller voir. Ils voudront accéder en même temps que nous. Donc je vais vous parler de WebSocket et d'ASCII Doctor. Qui connaît ASCII Doctor? D'accord. Et WebSocket peut-être plus donc je vais plus vous parler de WebSocket par rapport à Java EE7. Donc voilà Donc un petit peu de Java EE7. Alors si vous voulez aller plus vite, peut-être que Java EE7, je n'ai pas besoin de passer trop de temps. Vous maîtrisez déjà. Donc après je parlerai de WebSocket que du protocole. Pourquoi il y a ce protocole-là qui a été créé. Un petit tour sur la trique JavaScript. Ensuite la JSR de Java EE7. Une petite présentation sur ASCII Doctor. Et en fait, après je vous expliquerai ce que j'ai essayé de faire, une petite appli en regroupant ces 2 technos. Donc Java EE7 est sorti en juin 2013, 4 nouvelles JSR. Donc rapidement, Java EE, il n'y a pas de JEE, c'est Java E ou EE. J2E c'est l'histoire, donc si vous voyez des annonces, des super annonces, cherche architecte J2E. ça au début. Voilà, depuis, bon c'est un peu noir, mais depuis 2006 c'est Java EE. Bon, après c'est un libre langage. Mais... Et donc Java EE 6 en 2009 et Java EE 7 en 2013. Donc rapidement, les Java EE 7 c'est surtout 4 nouvelles spécifications. Donc Java API for JSON, donc les WebSockets, concurrency utilities et batch application. Et 3 GSR qui sont passés en version majeure. Donc WebSocket, le protocole. Alors pourquoi pourquoi WebSocket a été créé il y a environ 2 ans, le protocole WebSocket, depuis 2 ans. Donc il y a HTTP qui existe depuis 20 ans, qui répond à énormément de cas d'utilisation et qui marche très bien depuis longtemps. Sauf qu'il y a quelques petits inconvénients qui fait que pour certains use cases, il n'est pas très très pratique. Donc il fait du half duplex, c'est-à-dire qu'il est sur le pattern requête-réponse. Donc le client envoie une requête et il attend la réponse du serveur. Il est très verbeux, donc il y a beaucoup d'entêtes HTTP. Si on fait juste un hello world avec le navigateur qui rajoute plein de trucs dedans, le serveur qui vous répond avec plein de trucs à lui en plus, on se retrouve avec des infos assez importantes qui peuvent gêner en fait quand c'est dans des applications qui veulent être très très performantes. Et pour faire du serveur push, pour simuler du serveur push, on met des hacks avec le pooling et le long pooling. Mais en fait, on a essayé de simuler quelque chose qui n'avait pas été prévu à la base par HTTP. Donc WebSocket, qu'est-ce que c'est? Donc une phrase qui résume un peu la chose. Donc WebSocket, c'est is a full duplex bidirectional protocol over a single TCP connection. Donc si on prend les termes les uns après les autres, donc full duplex, c'est-à-dire que je communique de client à serveur et j'envoie des messages, mais sans attendre de réponse. Je peux envoyer des messages et puis je fais autre chose. Bidirectional, donc c'est dans les 2 sens. Le client envoie au serveur et le serveur peut envoyer au client. Et on ouvre une seule connexion TCP entre le client et le serveur, alors qu'en HTTP, chaque fois qu'on a des requêtes, bon, même s'il y a des façons de faire pour faire en sorte qu'on n'ouvre pas une connexion TCP à chaque fois, c'est quand même il y a beaucoup plus de connexions qui sont ouvertes.
n'est pas très clair, peut-être il est un peu loin pour le schéma. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe le protocole WebSocket. Donc en fait, on a une première phase qui est qu'on appelle le handshake, qui est une requête HTTP. Donc c'est volontairement basé sur le protocole HTTP qui est un protocole très connu, très populaire et du coup qui est un des seuls protocoles ouverts dans les entreprises, dans toutes les entreprises. Donc le but c'est de se baser sur une notion de HTTP qui est définie dans la norme HTTP qui s'appelle l'upgrade. Et donc HTTP définit l'upgrade en disant qu'on peut passer vers un autre protocole. Donc là en fait c'est ce qui se passe au début, on envoie une requête HTTP en demandant au serveur je voudrais faire un upgrade vers le WebSocket. Est-ce que tu sais parler du WebSocket? Si oui, donc tu réponds, il répond. Et si le serveur répond à HTTP 501, ça veut dire qu'on va switcher de protocole, ça veut dire qu'il est compatible pour faire du WebSocket. Et donc ensuite, le client et le serveur sont connectés. À ce moment-là, on n'a plus de notion de client-serveur, on a une notion de peer en fait. C'est-à-dire que les deux ont les mêmes possibilités d'envoi de messages, ils peuvent fermer la connexion, donc il n'y a plus de valeur de client-serveur, c'est vraiment deux peers qui communiquent. Donc une fois que la connexion est ouverte, c'est là que les données vont transférer, et donc on voit le client peut envoyer des messages, il peut attendre un message du serveur, mais il peut faire autre chose. Le serveur peut envoyer plusieurs messages, enfin, c'est un peu aléatoire. En fait, c'est un protocole qui est beaucoup plus bas niveau que HTTP. Et ensuite, on a une phase de closing handshake qui est quand on ferme, quand la connexion se ferme, donc soit à l'initiative du client, soit à l'initiative du serveur. On a une frame qui est envoyée qui fait que c'est une frame de contrôle qui permet de dire qu'on ferme la connexion. Et ensuite les deux sont déconnectés. C'est pas beau. Donc c'est pas grave, c'est que l'important est là. Donc là c'est pas grave. L'important est plus haut. Donc là c'est un exemple de handshake. Donc on fait un HTTP GET du coup. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est petit pour ceux qui sont faits. On fait un GET, donc en 1.1, sur un host. Alors là, le port est différent parce que c'est un exemple de la démo qui ira après, qui est sur OpenShift. Et en fait, sur OpenShift, il faut faire. Les WebSockets sont sur le port 8000, mais à la base, normalement, ça marche sur le port 80. Et donc là, en fait, on dit qu'on veut faire un upgrade sur le protocole WebSocket. Et on envoie une clé aussi pour qu'après les deux puissent communiquer. Donc la réponse, qui est requête HTTP 101, et donc là, avec switching protocol, et on remet les connexions upgrade et l'upgrade vers le WebSocket. Donc là, une fois que le client a reçu ça, ça y est, les deux peuvent communiquer, et il n'y a plus d'HTTP ensuite. On est sur du WebSocket. Ça c'est l'API donc pour faire du WebSocket on verra qu'avec la JSR en fait il y a un client, on peut faire client et serveur, on peut discuter en tant que client-serveur, avec cette API là de la Java E7. Et le cas d'utilisation qu'on rencontre le plus souvent, c'est un client JavaScript dans un navigateur. Donc en fait il y a une spec qui a été définie, qui n'est pas encore sortie officiellement, qui est encore en candidate recommandation, et qui donne en fait l'interface JavaScript pour communiquer avec un serveur en WebSocket. En fait, on voit qu'on a pour tout à l'heure ce qu'on voyait sur l'ouverture de connexion, sur les erreurs, la fermeture, on a des handlers, des event handlers. On a des états de connexion, donc soit c'est ouvert, soit c'est fermé, soit c'est en cours de connexion. Donc avec ça, là, voici un exemple basique de JavaScript où on dit voilà, je veux faire du WebSocket et sur telle méthode, je vais récupérer sur l'événement d'ouverture, je vais écrire un message. Donc là, on utilise l'interface JavaScript. Donc là, c'est des côtés clients. Donc côté JSR 356, donc Java E7. Donc Java E7 propose une API pour WebSocket Endpoint, donc pour serveur ou client. On peut faire, dans l'exemple que j'ai un test avec Archidian où en fait je n'ai pas besoin du navigateur, je fais un appel avec le client en tant que client Endpoint et serveur, sans JavaScript. On peut faire par annotation Java ou par programmation avec les interfaces. Donc on a une gestion des sessions,
et c'est dans le web profile de cette spec-là. On a donc un exemple de serveur endpoint. Ah putain, c'est un peu moche. En fait, on voit pas, c'est le principal qu'on voit pas. La notation serveur endpoint, là, vous voyez ici, en fait, elle est sur la classe, avec au serveur. Donc on donne le pass. Et en fait, donc, le numéro 1 et 2, en fait, c'est ce que vous voyez pas, c'est le plus important. Donc serveur endpoint, et au niveau et ici on est sur on message. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on reçoit un message côté serveur, on va rentrer dans cette méthode. Donc voilà en quelques lignes, notre projo est un serveur endpoint. Donc les différentes annotations proposées par l'API sont serveur endpoint, client, et après on open, un message, on error, on close. En fait ça correspond, hein, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la spec JavaScript. Donc une petite démo, donc ça c'est la première démo s'il y en a qui ont le lien. Donc là c'est une application de tennis. Donc le but en fait c'est d'avoir là le but en fait, donc on va faire la démo, c'est de se connecter au site et que le match est en live, plutôt que de rafraîchir tout le temps pour savoir avoir le score à jour. On est automatiquement notifié du score. Et on peut parier on peut se connecter ou se déconnecter des matchs et on peut parier sur un match. Donc là j'ai 4 matchs. Donc là je clique pour me connecter. Donc j'ai ouvert ma connexion WebSocket. Donc là on voit que le match est en train de se dérouler en fait. Donc je reçois les scores. Normalement, voilà. On voit que ça se déroule, donc je peux aller voir sur un autre match qui n'est pas forcément au même niveau de. Donc là c'est du Angular, mais c'est des trucs basiques. Donc à chaque fois en fait on a une connexion par match. Et donc on peut voir. Donc là je suis connecté, là j'envoie en fait, je suis client et j'envoie au serveur en disant je veux me déconnecter. Et donc si quelqu'un d'autre, s'il y a du monde de connecté, en fait on va voir. Donc là je suis sur OpenShift. Voilà, donc là on voit qu'il y a 4 personnes qui sont en train de. Il y a 5 personnes qui ont parié sur ce match-là. Et donc si moi je fais exit, ces personnes-là vont voir que, donc sans rien faire, je ne suis plus connecté. Et en fait là on a aussi le détail du match. Donc ça concrètement c'est que du Java EE7 et du Angular. Donc côté serveur c'est un EJB qui avec un scheduler en fait qui joue toutes les 3 secondes, il fait un point aléatoire. Après on a du JSON pour envoyer le flux, donc les messages WebSocket. Et puis ils sont traités par Angular et affichés dans la page. Donc je peux vous montrer. Là, en fait, dans Google Chrome, je peux sélectionner seulement WebSocket. C'est ça. Voilà. Donc là, en fait, je veux voir que les requêtes WebSocket. Et donc là, je vois que alors ça se rafraîchit pas automatiquement. Mais là, en gros, j'ai reçu. Donc si je me connecte sur celui-là. Voilà, là, j'ai ouvert une connexion WebSocket pour ce match-là. Et donc, voilà. Vous voyez là, je reçois en JSON. Chaque fois qu'il y a un événement sur un match, je reçois l'info.
Si c'est moi là, quand c'est ici, c'est moi qui donne l'info. Si je vous montre. T'as le nombre de requêtes, je suis en bas aussi, 56. Ouais. Donc là par exemple c'est mon singleton en fait qui au début quand l'application s'initialise crée des matchs et après qui va jouer toutes les 3 secondes, qui va jouer un score. Donc là je vous montre mon serveur endpoint. Donc là j'ai mon match endpoint avec mon annotation. Et donc là je dis que j'accède en WebSocket sur l'URI matches avec l'identifiant du match. Donc là ce qu'on voyait 1, 2, 3, 4, c'est l'identifiant du match. Et je précise en fait ici ce qu'on appelle les décodeurs et encodeurs, qui fait que je vais pouvoir dire que j'envoie ou que je reçois. Donc, par exemple si je me mets sur le onMessage. Donc par exemple sur le onMessage en fait c'est lorsque le client envoie un message au serveur, donc pour faire un pari, on est sur un bet message. Et donc du coup là le fait de dire qu'il faut décoder, il faut encoder le message. Non, c'est sur le décodage. Ici fait que je peux utiliser mon objet. Donc si je vais vous montrer le message décodeur. Voilà, là j'implémente. Je peux faire un plus grand masque. Donc j'implémente décodeur.text, c'est des messages texte, on peut aussi envoyer du binaire. Et donc là en fait j'explique comment je vais décoder mon message. Donc là on est vraiment. Donc l'intérêt ici de Java EE sur ce projet-là, enfin sur ce prototype-là, c'est que j'ai que des imports Javax, JSON WebSocket. Et donc du coup en fait ce projet-là, quand je fais mon var, il n'y a pas de lib. Dans mon var il est libre puisque je me base en fait sur. Donc il tourne sur un serveur qui est certifié Java EE 7, donc sur Wildfly. Il a été testé sur WebLogic par quelqu'un de chez WebLogic qui a juste eu à déployer le war sur son serveur et ça a marché directement. Et sur Glassfish, il doit marcher aussi automatiquement. Je l'ai pas testé, mais le but c'est qu'il fonctionne aussi sur Glassfish. Donc c'est sur GitHub si ça vous intéresse d'aller voir le code. Voilà pour ça. Donc ça c'était un rapide tour de WebSocket. Donc là je vous mets je vous mets les liens sur les trois principales documentations. Donc la RFC 6455 qui est la spécification pour le protocole WebSocket. Pour tout ce qui était JavaScript, c'est le W3C qui fait la spécification. Et la JSR donc, qui est dans Java EE 7. Voilà pour WebSocket. Donc en fait qui est là pour répondre à un besoin que HTTP n'est pas fait pour. Hein. Le WebSocket est là pour répondre à un nouveau besoin. Et c'est un protocole qui est beaucoup plus bas niveau, donc en fait c'est à vous de faire après votre. De donner un sens au message en fait dans votre application. Sachant que vous pouvez aussi utiliser dans le WebSocket vous pouvez utiliser des sous-protocoles, donc vous pouvez par exemple faire du SOAP. Si vous voulez faire du SOAP avec du WebSocket, vous pouvez faire du chat, enfin, vous pouvez faire, il y a une liste aussi officielle de sous-protocoles qui sont autorisés par WebSocket. Donc ASCII Doctor. ASCII Doctor c'est une implémentation moderne open source de ASCII-Doc. Donc ASCII-Doc qui a été créé en 2002. Donc le but d'ASCII-Doc c'est d'écrire du texte pur, simplement de faire la doc en écrivant du texte. Et ASCII-Doc c'est en 2002, après c'était
fait en Python, et donc à partir du plain text ASCII-Doc, et avec un traitement Python, vous pouvez générer donc du PDF, du HTML, du docbook, et plein de choses comme ça. Donc, et là en 2013, donc, il y a une personne de chez Red Hat qui a créé ASCII Doctor. Donc, et donc ASCII Doctor est compatible ASCII-Doc, mais rajoute des informations, des choses en plus, et est plus efficace. Donc en gros c'est très léger, et on peut après faire énormément de choses derrière avec. Donc, comment ça marche? On a un fichier, un document .ad ou .ASCII-Doc, enfin, on a plusieurs extensions disponibles. On fait notre document, il y a un processeur qui génère après en HTML ou en d'autres sorties. Donc si on compare ASCII-Doc avec les autres ce qui existe aujourd'hui dans le même type, donc là on a un document ASCII-Doc avec un titre. En dessous j'ai l'auteur avec la version, la date. Et donc j'ai un petit texte avec un lien, une liste et ici j'ai une ligne de code source en Ruby. Donc si on fait la même chose en Markdown, on aura donc quelque chose qui sera un peu moins léger, où là j'ai du HTML par exemple. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Par rapport au Markdown, c'est plus lisible, c'est plus rapide aussi en génération après. Et donc c'est pour ça que cette personne-là a voulu refaire ASCII-Doc et pas utiliser Markdown. Alors là pareil, on voit pas trop avec le Docbook, le même document en Docbook, il fait du XML, donc c'est forcément moins lisible, moins facile, moins maintenable, et donc c'est un peu plus moins intéressant. Donc à partir de ce document-là, on peut générer du HTML5, du Docbook, si on veut faire après du PDF directement, du book, des slides. Donc là, cette présentation elle est faite en DZ slide. Et on peut même faire du man, et on peut aussi customiser son output en fait. Il y a des extensions, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ASCII-Doctor est fait en Ruby, mais il est disponible, donc on peut l'utiliser en Java grâce à JRuby. Donc il y a un projet qui s'appelle, sur le GitHub d'ASCII-Doctor, il y a plein de projets, dont ASCII-Doctor J, qui est l'implémentation Java d'ASCII-Doctor. Et donc en fait, vous prenez le projet et c'est transparent, vous avez un document .ad, et derrière ça utilise JRuby pour sortir le output en HTML ou dans d'autres formats. Donc du coup on a des plugins Maven, on a des Gradle, on a ASCII-Doclet, c'est pour faire la Javadoc mais en ASCII-Doc. Il y a beaucoup de choses, d'outils qui utilisent ASCII-Doctor. JBake, c'est pour faire des sites statiques. Bon, sous GitHub, c'est un site perso. Donc ASCII-Doctor, là c'était le monde Java, ASCII-Doctor. C'est aussi utilisé dans JavaScript grâce à Opal, qui permet en fait de prendre le Ruby et de faire un compilateur en JavaScript. Donc on a dès qu'il y a une version d'ASCII-Doctor qui sort, après il y a une version ASCII-Doctor.js qui permet qui permet dans le navigateur directement de faire le rendu HTML grâce à ce plugin JS. Je vous montre ce que ça donne. Là, j'ai ouvert un fichier, tout à l'heure, un fichier exemple, avec mon contenu en ASCII-Doc. Donc grâce au plugin qui est ici, voilà, je génère automatiquement un HTML avec un style
Donc après je peux changer de style si je veux. Plusieurs options en fait. Vu qu'il y a dans le source ASCII-Doc, il n'y a vraiment aucune info sur tout ce qui est style, choses comme ça, on peut faire un peu ce qu'on veut. Derrière, après en génération. Donc là. Et normalement, il doit aussi si je modifie. Avant, c'était En fait, pareil, il se rafraîchit tout, hein, on peut le configurer pour qu'il se rafraîchisse automatiquement ou à un certain délai pour que quand on fait nos modifs, ce soit presque du temps réel pour avoir le rendu. Là, je peux vous faire ce même document, en fait, je peux le générer. Donc en fait, là, par exemple, là, je suis avec ASCII-Docteur PDF, qui me permet à partir de ce même fichier, d'un fichier ADOC, de générer PDF. Ah. C'était des mots. Donc voilà, ça génère normalement le PDF et c'est assez rapide, mais là il n'y a pas le fichier, donc c'est forcément. Ça c'est bien. Voilà. Donc qui c'est qui utilise ASCII-Docteur? Donc on peut faire, il y a Spring Git. Donc Spring fait toute sa doc avec ASCII-Docteur. L'aspect CDI est fait aussi en ASCII-Docteur, en ASCII-Doc et après généré grâce à ASCII-Docteur. GitHub, donc en fait sur GitHub, donc dans l'éditeur de GitHub, en fait, si vous avez un fichier ad hoc sous GitHub, il peut directement, je vais vous montrer. Voilà, je suis sur GitHub en fait et il fait automatiquement le rendu avec ASCII-Docteur. Donc là je peux faire qualité, mais si je regarde le fichier comme il est, voilà. Ça c'est mon fichier sous GitHub. Et derrière je peux automatiquement en ligne le visualiser comme je l'avais tout à l'heure. Il y a des mecs qui tapent ça comme ça. C'est chaud. Donc ensuite la démo. Donc là en fait il y a les WebSockets, il y a ASCII-Docteur et du coup j'ai l'idée d'essayer de créer un outil qui permette de faire le rendu automatiquement dans le navigateur. Donc en utilisant la technologie WebSocket et en utilisant ASCII-Docteur et avec qu'une stack Java 7 et Angular. Donc là, je vous fais d'abord une démo tout seul. Non, c'est connecté. Non mais je pars, c'est pas grave. Ils sont en train de tout casser. C'est ça. Alors.
Là je suis en local pour l'instant. Donc si je charge. Donc là j'arrive sur. Donc c'est un projet qui est en version alpha 1 et qui est fait vraiment à la maison. Enfin c'est un truc. C'est sur GitHub mais vous pourrez aller voir et puis envoyer des pull requêtes si ça vous intéresse. Donc là je vais me connecter. Donc là j'ai connecté et je peux, donc là j'ai par défaut j'ai mis un fichier basique pour l'exemple. Donc là je peux, là, j'ai fait alter en fait en faisant alt plus R. Du coup j'ai envoyé le flux ASCII-doc côté serveur par WebSocket. Niveau serveur, j'ai utilisé ASCII-Doctor-J pour générer le flux HTML et en fait je renvoie le flux HTML qui est affiché après dans une iframe ici à droite. Donc là si je charge donc là je me suis mis en mode, donc j'ai deux modes en fait, soit un mode où je vais faire un raccourci pour aller envoyer mon flux parce que je veux le voir, à un moment donné je veux voir son rendu HTML, soit j'ai un mode live en fait. Donc du coup là par exemple, voilà, automatiquement je fais quelque chose et à chaque saisie j'envoie le flux côté serveur et le flux est généré. Donc c'est ASCII-Doctor donc je peux faire voilà, là vous voyez en live, il me crée la table des matières et donc il me fait mon document. Donc là je suis tout seul, donc bon c'est intéressant, mais le but serait de pouvoir faire ça, travailler à plusieurs. Donc là aussi, l'intérêt d'un éditeur comme ça, c'est marrant, mais on se dit dès que j'ai pas internet, ça marche plus, parce que je n'ai plus les connexions. Donc en fait là, ce qu'on peut faire déjà, en fait je me suis amusé un peu avec HTML5. Donc là en fait on peut sauver ce flux-là ou le recharger après en fait, et ça utilise IndexedDB. Donc là en fait si je sauve ça. Donc là, je tape mon jug. Si je ferme. Donc là, j'ai relancé c'est comme si j'ai fermé mon Chrome, mais je l'ai relancé. Et donc, merde. Non, c'est qu'en mode plein d'écran, il passe. Donc là je me reconnecte. Donc là je me retrouve toujours avec ça c'est le flux JSON qui est mis par défaut quand on se connecte pour qu'il y ait un exemple. Mais comme je suis connecté avec un ID et que j'avais sauvegardé tout à l'heure dans mon browser le contenu ASCII-Doc, je peux le recharger et le régénérer. Et voilà. Et je retrouve ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là c'est du pur HTML5 en fait, et ici voilà. J'ai une clé démo et là j'ai mon objet, j'ai mon flux ASCII-Doc. Donc comme c'est un flux qui est très léger, ça peut me permettre de sauvegarder là. Donc ça me permet de faire une sauvegarde au cas où mon navigateur se crache ou au cas où j'ai un problème.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, donc là, vous voyez, je suis en mode online en haut. Donc là, je suis sur mon poste. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais killer. Là, j'ai mon serveur Wi-Fi qui tourne. Donc je le ferme, je le kill, process. Donc là, si je fais un JPS, j'ai plus de process Java qui tourne. Donc là, je suis passé automatiquement en offline. Parce que pareil, on a reçu, le socket, on est passé sur le on close. Et donc là, je suis plus connecté à mon serveur, mais je peux quand même continuer à travailler. Ok. C'est la première fois qu'on arrive à faire une sans se planter. D'habitude, ça fait comme ça. Ouais, on a arrêté les choses. Je vais rester dans mon... On n'a jamais eu de retour négatif. J'essaie vite fait, si ça marche pas, on passera à la démo à plusieurs. Voilà. Je pense que c'est dans mon flux ASCII que j'avais un problème. Donc là, je suis plus connecté, je suis en offline. Je vais refaire le test en quittant mon serveur. Voilà. Donc en fait là, automatiquement, j'utilise le plugin JavaScript. Donc vu que je peux plus, mon serveur est plus disponible, je ne peux plus faire d'appel WebSocket, le WebSocket est fermé. J'utilise le JavaScript pour aller générer le flux de la même façon dans mon iframe. Donc ça c'était la démo tout seul. Donc il y a un mode où on peut travailler à plusieurs. Alors il paraît qu'il y a du monde de connecté. On va voir. Vous avez connecté avec le nom de Jug. Donc là, je suis sur Bluetooth. Donc si vous voulez, s'il y en a qui veulent se connecter avec l'ID OnJug. On voit pas? J'ai perdu l'ID. Not Jug. Ouais, en minuscule. Ouais, tout en minuscule. Non, Jug Ah, tu l'as pas écrit comme ça? tu m'as dit Jug. Ah, c'était que Jug, ah oui, d'accord. Pardon. Elle sera que Jug en fait. On va la refaire. Son Jug. Ok, donc là, sur l'ID Jug, il y a déjà Thomas qui est connecté. Et donc,
Moi aussi, je vois que Thomas. Ouais, alors là en fait, tant que t'as pas fait un alter ou un render on change, t'as pas envoyé de flux, t'es considéré comme un. Voilà, t'es considéré comme un writer, t'es un writer. T'es là. Et donc, moi si je fais pareil, donc tu peux. D'accord, bon, ouais, pour l'instant, il faut. Donc là, moi j'apparais. Avec René Mamoudis. C'est d'optimisme. Dernier. Donc là, vas-y, tu peux modifier le titre par exemple. Depuis l'électricité. Là, il a perdu. Tu modifies carrément tout en haut là, tu vas au 7 en bas. Super. T'es en render, tu fais en render on change. C'est ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un. Ok. Même chez moi, dans le besoin, là, la fichesse que j'ai. Alors après, là, je mets le temps de génération. Ici, c'est le. Donc là, il y a 260 millisecondes, mais des fois, c'est le temps de génération du flux côté serveur. Donc là, on est sur OpenShift, sur un serveur basique que je paye rien. Donc, Tu régénères tout le document, tu régénères juste les diffs. non, ça génère tout le document. Ah, il y a forcément. Ouais. Mais non, enfin, après, c'est plus rien du serveur, donc c'est super rapide. Je crois que c'est Spring, ils ont 6000. Comment on dit en tout cas, c'est balèze, leur doc, ils mettent en 3-4 secondes à générer. À tout générer. En fait, tu ne peux pas juste transférer le flux à ce qui. Que le flux, en fait, est la librairie JS pour faire le render. Alors, dis-moi, que le flux. Pourquoi tu ne fais pas transiter entre les différentes machines que le flux et tu te sers de la librairie JS pour faire le render, en fait. Ah oui. En fait, ça je l'ai fait déjà après parce qu'il y a un problème entre Opal et Angular. Ils ne sont pas compatibles. Donc il a fallu que je triche un peu pour le faire fonctionner, vu que je suis en Angular. Mais non, c'est une bonne question, ça marche. Mais en fait, oui, tu veux dire que j'envoie directement que le flux, ouais, c'est vrai. On voit que le flux pour partager. Et... Donc en fait, tout le monde a son rendu en temps réel quand il reçoit le flux. En fait, visuellement, tu auras la même chose. C'est vrai que ça marche, enfin, ça marche pas comme ça. Envoyer l'affichage. Ça t'évite d'envoyer du HTML à foison. De repeindre ton iframe en permanence. Ouais. Et du coup, tu ferais le travail côté client OS aussi. Moi, je sais pas la librairie, parce qu'elle est lourde ça, générer. Non, il faudra voir ce qui est le plus rapide. Donc après, on peut récupérer, par exemple, là, moi, j'ai pas JavaScript, enfin, j'ai pas la dernière version. Alors en fait, je mets pas tout. Là, il y en a un qui a écrasé le truc. Ça. Ouais. Manu, ouais. Je teste. Mais en fait, je peux recharger, moi, je peux récupérer directement le flux là, justement. Sur le téléphone. En fait, j'envoie quand même j'envoie toujours la dernière version à On peut pas Speedup sortir le téléphone. dans le flux WebSocket. Donc, je peux le récupérer ici. Donc là, j'ai récupéré la dernière version sur laquelle moi je peux faire après les modifs. Et aussi on peut patcher, enfin, on peut faire un diff et patcher si moi j'ai les modifs, j'ai fait des modifs et en plus ça a été modifié de l'autre côté, on peut faire un diff. Alors moi je suis en dernier. Tu peux envoyer une version toi? Non, pas ça. Après, en fait, c'est vraiment une version de départ. Le but, ce serait aussi de synchroniser, soit avec Skype à côté, enfin, un truc pour savoir ce qu'il fait. Mais chacun a sa version, soit son garder avec son ID dans son browser. Tu peux récupérer la dernière version, envoyer sur le serveur et tu peux. Donc après, tu peux aussi voir ton truc en entier. Et on va finir avec. Ça marche.
Non, je savais pas le dire. C'est deux. Donc c'est des par extérieur. Oui, il y aurait pas. Bon, et là, je me suis montré comment vous mettre une vidéo rapidement. Donc en fait, ça c'est pour montrer que tu peux rapidement. Là, j'ai une ligne vidéo avec l'ID de la vidéo et je peux dire quand est-ce que je veux la démarrer. Enfin, c'est mon forfait. Là. Ah, donc voilà, donc elle est l'ancienne aussi. Donc, voilà. Ah, tu peux pas sur le wifi ? Non. Ah bon. Donc voilà, c'est un projet pour un peu pour m'amuser que j'ai fait ça chez moi. En fait, c'est à la base c'est à Devox, c'est Arun Gupta de Red Hat qui faisait une conf sur WebSocket et puis le créateur d'ASCII Doctor qui faisait une conf sur ASCII Doctor. Et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un merge entre les deux technos. Donc pour l'instant c'est que sur mon GitHub, peut-être que ça ira peut-être que ça ira plus loin et ça ira directement dans le projet ASCII Doctor, c'est en cours de discussion. Donc à voir comment ça évolue ou si ça reste un petit truc comme ça pour s'amuser en Java E, Angular et WebSocket. Voilà.